Je me suis réveillée avec la même sensation de broyage dans le bas du dos. C'était comme si un char de 30 tonnes m'avait roulé dessus pendant mon sommeil. Chaque matin, le même rituel. Essayer de tourner mon corps, échouer, et me retrouver en larmes de douleur. 75 ans, Simone. Il faut accepter. M'avait dit l'interne à Valence. Accepter. Il n'avait aucune idée. Il parlait d'une radiographie. Moi, je parlais de ma vie. Pendant 50 ans, j'ai été courbée sur ma machine à coudre, ma vieille Singer. 50 ans à prendre soin des autres, à transformer de simples tissus en rêves. Des robes de mariée, des rideaux pour les salons des gens importants. Je donnais ma posture, ma colonne vertébrale, en échange de ces petites liasses de billets. Tout ça pour acheter ma maison, cette petite maison en pierre que j'ai payée franc après franc. C'était mon prix, mon héritage. Maintenant, la maison était devenue ma prison. Je ne pouvais plus descendre les 3 marches du jardin. Je ne pouvais plus rester debout pour faire la vaisselle. La seule chose que je pouvais faire, c'était attendre la douleur, attendre la visite d'Élodie. Élodie, ou ma fille, 48 ans. Elle et son mari, Marc. Ils sont ma seule famille. Marc travaille dans les assurances, mais il a toujours l'air stressé. Élodie, elle, vient tous les jours, surtout depuis que la douleur m'a vraiment clouée au canapé. Elle est si gentille. Trop gentille, peut-être. Elle prépare toujours mes repas. Elle ne me laisse rien faire. « Maman, tu as besoin de te reposer, » dit-elle, avec cette voix douce qui me donnait envie de la croire. « Bois cette tisane, c'est pour les nerfs, ça va te détendre. » C'était toujours la même tisane, dans la même tasse en porcelaine. Elle n'en buvait jamais avec moi. Et la douleur... Oh, le paradoxe. Je devrais me sentir mieux après son passage, mais c'était l'inverse. Après avoir bu cette tisane, je tombais dans une lourdeur épaisse. C'était comme si mes membres s'étaient remplis de sable. Je devenais incapable de bouger. Et quand l'effet s'estompait, c'était la rechute. Les spasmes étaient 100 fois pires. Le corps parlait, mais je ne savais pas l'écouter. J'ai commencé à me sentir stupide. C'est la vieillesse, je me disais. C'est l'arthrose qui s'aggrave. Mais une nuit, j'ai voulu prendre mon onguent anti-inflammatoire que le docteur Duras m'avait donné. Celui qui me soulageait un peu le matin. J'ai rampé jusqu'à l'armoire, mais le tube blanc n'y était plus. À la place, il y avait un petit pot de crème à la lavande, qui sentait bon, mais qui ne faisait rien. Rien du tout. J'ai demandé à Élodie le lendemain. « Ah, mais maman, ce n'était plus bon pour toi. J'ai lu sur Internet, ça abîme l'estomac. La lavande, c'est naturel. C'est la vie. » Elle me regardait avec ses grands yeux sincères. Mais son mensonge était trop facile. La lavande n'enlève pas cette flamme dans mon dos. J'ai senti une petite alarme sonner dans mon ventre. J'ai commencé à faire attention. Elle ne me laissait jamais la boîte de tisane. Elle préparait la dose exacte dans la cuisine et venait la poser devant moi. Elle me forçait à boire les bouillons qu'elle préparait, mais elle ne touchait jamais au sien. Elle disait qu'elle avait mangé avant de venir. Un jour, j'ai refusé la tisane. J'ai dit que je n'avais pas soif. Élodie s'est figée. Son sourire s'est un peu craquelé. « Mais maman, il faut boire. C'est important pour les nerfs, tu sais, pour que tu puisses te reposer. » Elle a insisté, pressé. Marc était là, dans l'embrasure de la porte. Il ne me regardait pas, il regardait mes mains. Était-il en train de vérifier si je tremblais assez pour être jugée faible? Leur impatience était devenue palpable. Ils ne me demandaient pas si j'avais moins mal. Ils demandaient si j'étais tranquille. « On n'a plus 20 ans, Simone, » avait dit Marc l'autre soir, sans même me dire bonjour. « Il faut aller à l'essentiel. Tu vas être soulagée une fois que ce sera fait. » Soulagée de quoi? De l'arthrose? J'ai posé la question, mais il avait juste souri d'un air évasif. Je ne disais rien, mais mon cœur battait plus fort sous ma blouse de nuit.
Je me sentais cernée, emprisonnée non par mes os, mais par leurs attentions. J'avais élevé cette fille seule, sacrifié ma jeunesse pour elle. C'était impensable qu'elle puisse me vouloir du mal. C'était ma peur qui me rendait folle. Puis, il y a eu ce jeudi après-midi. Le soleil tapait fort dans le jardin. J'étais dans le salon, allongée sur le canapé usé qu'Élodie avait incliné bizarrement, ce qui, je le savais, aggravait ma douleur lombaire. Mais elle disait que c'était mieux pour la circulation. Elle croyait que je dormais, parce que j'avais pris ma tasse de tisane et fait semblant de m'assoupir. En réalité, j'avais versé la moitié dans une petite bouteille d'eau vide, cachée sous le coussin. J'avais gardé ma tête froide, même si la trahison me brûlait plus que ma colonne. J'ai entendu Marc et Élodie dehors, près du puits. Leur voix était basse. Je me suis traînée, lentement, en poussant sur mes coudes, jusqu'à la porte vitrée. La douleur était si violente que j'ai dû m'accrocher au chambranle. J'étais là, à bout de souffle, ma chemise mouillée de sueur, ma colonne en feu, pour entendre la vérité. C'est Élodie qui parlait, et sa voix n'avait rien de sa douceur habituelle. Elle était sèche, pleine de calcul. « Tu as vu comme elle a mal ? C'est de pire en pire, n'est-ce pas ? C'est dommage pour elle, bien sûr, mais... Nous avons besoin de cette vente rapidement, Marc. Les prix montent dans la région. » Mon cœur s'est serré. La vente. Il parlait de ma maison. Marc a répondu d'une voix sourde, une voix qui me glaçait le sang. « Tu as mis assez dans le bouillon ce soir. Il faut qu'elle reste tranquille pour que le notaire n'ait rien à dire. Bientôt la maison sera à nous. Ça ne durera plus très longtemps. » Un grand silence s'est fait en moi. Un silence plus froid que l'hiver. Ce n'était pas l'arthrose. Ce n'était pas le corps qui lâche. C'était eux. Ma propre chair, mon sang, qui planifiait ma disparition. Et ils utilisaient ma douleur, mon immobilité, contre moi. Le bouillon, la tisane, l'onguent disparu. C'est la vie qu'elle voulait me voler. Je me suis agrippée au bois du chambranle. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse simulée. C'était la peur, la rage et la compréhension. Il me donnait dans quelque chose pour m'immobiliser, quelque chose qui m'épuisait et me rendait stupide, juste assez pour signer ce papier stupide qu'ils appelaient procuration. Je ne verrai jamais Noël. Si je ne découvrais pas ce qu'Élodie mettait dans cette tisane, dans ce bouillon, dans ma nourriture, je n'aurais plus de temps. Il fallait que je trouve une aide extérieure, quelqu'un qui n'était pas aveuglé par l'argent ou par mon propre sang. Je devais trouver un allié avant qu'il ne soit trop tard. C'était ma seule chance de bouger, ma seule chance de vivre. J'étais faible, mais je n'étais plus folle. Et ça, il n'avait pas pu me le prendre. Je m'étais crue folle, je m'étais crue sénile. Mais non, c'était eux, ma propre fille. Après avoir entendu Marc et Élodie parler de la vente et du bouillon, je ne pouvais plus fermer les yeux. La douleur était là, atroce, mais elle avait changé de nature. Elle n'était plus une douleur de vieille dame, mais une douleur de victime. J'étais en danger. J'ai commencé à regarder Élodie comme une étrangère. Ses yeux bleus, que je trouvais si doux avant, me semblaient maintenant froids et calculateurs. Quand elle venait, elle apportait toujours cette même ambiance de douceur forcée. « Maman, je t'ai préparé ta place, » disait-elle. Ma place, c'était ce canapé mal incliné. Je savais que la position aggravait ma pression lombaire. Ça me pinçait encore plus le nerf sciatique. Mais si je protestais, elle soupirait. « Tu sais, maman, à ton âge, on n'est jamais trop prudent. C'est pour ta circulation. » Je la regardais faire et mon ventre se nouait. Elle me gardait à la verticale, me pinçant le dos, pour que je sois obligée de prendre sa tisane ensuite. La tisane, la fameuse tisane, c'était la clé de ma prison. Chaque après-midi, après la tasse, venait la lourdeur.
C'était comme si un poids de 100 kilos se posait sur mes épaules. J'avais beau essayer de rester éveillée. Je tombais. Un sommeil lourd, épais, qui ne me reposait pas du tout. Quand je me réveillais, j'étais épuisée, et les muscles de mon dos se révoltaient, m'envoyant des spasmes violents. Elle disait que c'était pour me détendre. Mais je le savais maintenant. Cette tisane me volait mon mouvement et mon esprit. Elle voulait me rendre bête, juste assez bête pour ne pas comprendre les papiers qu'ils allaient me faire signer. Un matin, j'ai fait semblant d'avoir encore très mal, en gémissant plus fort que d'habitude. J'ai vu un éclair de frustration dans les yeux de Marc, juste avant qu'il ne le masque. « Simone, tu ne peux pas rester comme ça, » a-t-il dit. « Il faut aller à l'essentiel. Tu vas voir, la vie sera plus facile après la procuration. » Facile pour qui? Je n'avais plus d'anti-inflammatoire, plus rien qui me soulage. La crème à la lavande, cette plaisanterie, était un signal clair. Élodie m'enlevait toute aide efficace pour s'assurer que ma douleur reste à son maximum. Le corps parle, mais il faut savoir l'écouter. Et il me disait que j'étais seule, entourée de loups. Je devais agir, mais comment? Je pouvais à peine me traîner jusqu'à la cuisine. Je n'avais plus confiance en personne. Les amis étaient à loin. Le médecin ne voyait que mon âge sur ma fiche. Puis, Clémence est arrivée. Clémence était une jeune femme, à peine 22 ans, envoyée par le département pour faire le ménage 2 fois par semaine. Élodie la traitait mal. Elle la regardait de haut, lui donnant des ordres secs, la considérant comme une petite main interchangeable. « Vous ferez bien attention de ne pas déranger ma mère. Elle dort beaucoup, » lui disait Élodie d'une voix autoritaire. Clémence avait des yeux vifs et une curiosité qui ne m'avait pas échappé. Elle ne se contentait pas de passer l'aspirateur. Elle regardait tout. Elle voyait la bouteille de tisane qu'Élodie cachait dans le placard. Elle voyait mon visage creusé. Un mardi matin, Élodie est partie rapidement pour une course urgente en ville, laissant Clémence seule avec moi pendant 1 heure. J'ai su que c'était le moment. C'était la seule fenêtre de temps que j'aurais. Clémence astiquait le miroir dans le salon. Je me suis penchée, ma douleur me déchirant. « Clémence !» ai-je murmuré. Ma voix était rauque. « J'ai besoin de ton aide. » Elle a posé son chiffon et m'a regardée attentivement. « Madame Dubois, qu'y a-t-il » J'ai tout craché, en quelques phrases haletantes. Les spasmes, la tisane, le manque de sommeil, la conversation que j'avais surprise dans le jardin. « Ma fille me drogue pour que je signe ma maison, » ai-je dit, sans fioriture. « Elle me fait du mal. Elle utilise ma maladie contre moi. » J'attendais qu'elle se moque de moi, qu'elle me dise que je délirais. Mais Clémence a serré la mâchoire. « Je m'en doutais, » a-t-elle soufflé. « Ce n'est pas la première fois que je vois ça. L'avidité, c'est terrible chez les familles. » Elle s'est assise près de moi, mais à distance, pour que je ne ressente pas l'agression. « Madame Dubois, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais j'ai fait un stage en maison de retraite l'année dernière, et j'ai beaucoup appris en kinésithérapie de base, et je suis observatrice. » Elle a pointé le canapé. « Votre fille vous maintient toujours inclinée en avant, n'est-ce pas? Ça augmente la pression lombaire. Elle sait ce qu'elle fait. » Alors Clémence m'a révélé ce qu'elle savait de Marc. Mon ami travaille dans les assurances, comme Monsieur Marc. Il paraît que Marc a de gros problèmes d'argent. Il a une dette de jeu massive, plus de 120 000 €. Il est au pied du mur. 120 000 €. Et ma maison valait 300 000. C'était ça, la raison de mon sacrifice. Pas l'amour, pas l'inquiétude, juste de la cupidité. Et pour la tisane? Clémence est allée dans la cuisine. J'ai entendu un bruit de placard. Elle est revenue, tenant à la main le petit sachet de poudre blanche qu'Élodie gardait caché sous le sel. « Votre fille ne vous donne pas de la camomille, Madame Dubois. » Elle a pris quelques grains de la poudre et l'a mise dans une petite pochette en plastique qu'elle a glissée dans sa poche.
Mon oncle était pharmacien à la retraite à Montélimar. Je vais lui demander d'analyser ça discrètement. Mais j'ai déjà une idée. C'est la même chose qu'on donne parfois aux patients en fin de vie pour les immobiliser. Mon cœur a fait un bond. Immobilisé. Ce n'était pas un tue-l'amour. C'était un immobilisant. Le corps parle. J'avais raison. Ce n'était pas la maladie qui me clouait, mais cette horreur. J'ai passé la journée suivante dans un état de choc. La rage s'était mélangée à une douleur de trahison si vive que je n'arrivais plus à respirer. J'avais élevé cette femme. Je lui avais donné tout ce que j'avais, et elle me rendait ça en me volant ma maison, ma dignité et ma vie. 2 jours plus tard, Clémence est revenue. Son visage était grave. « J'ai la réponse, Madame Dubois. C'est un relaxant musculaire puissant, un dosage trop élevé. Il provoque une fatigue extrême et il a un effet pervers. Une fois que l'effet passe, les muscles se contractent avec une force terrible. Ça vous donne des spasmes atroces. Votre fille vous maintient dans un cycle de douleur et d'épuisement. » J'ai senti les larmes monter, mais je me suis forcée à ne pas pleurer. Mes larmes ne m'aideraient pas. « Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je demandé. « Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas fuir. » Clémence s'est assise sur le tabouret. « On ne peut pas guérir votre arthrose, Simone, mais on peut combattre l'immobilité qu'elle vous impose, et surtout celle que votre fille vous donne. Je ne peux pas vous soigner, mais je peux vous apprendre à vous battre. » Elle a expliqué que le relaxant musculaire ne faisait qu'exacerber la mauvaise posture qu'Élodie m'imposait. « On va inverser ça. On doit vous redonner de l'air dans la colonne. C'est ça qui vous tue. La pression. » Elle m'a donné des instructions claires, comme une maîtresse d'école. Des instructions que je devais appliquer en secret. La première étape, c'est la décompression lombaire à la porte. Dès qu'Élodie et Marc s'en vont, vous devez aller à l'embrasure d'une porte, n'importe laquelle. Elle a mimé le geste. Vous vous suspendez, bras tendus, agrippés au chambranle, pendant 2 minutes, pas une seconde de moins. La douleur sera là, mais faites-le. Ça va étirer votre dos, et ça va soulager entre 30 et 40% de la pression sur votre colonne vertébrale. C'est la clé. Ça vous permettra de vous tenir un peu droite. 30 à 40%. Ce n'était pas rien. C'était le secret qu'il m'avait volé. Elle a continué. Ensuite, la nuit, c'est là que c'est le pire. Vous devez apprendre à gérer les spasmes sans prendre ce poison. La technique, c'est la respiration 4-6. Quand la douleur vous réveille, vous inspirez lentement pendant 4 secondes et vous expirez encore plus lentement pendant 6 secondes. Vous faites ça pendant seulement 90 secondes. J'ai froncé les sourcils. Ça peut m'aider à dormir, ça? Oui. Cette respiration calme le système nerveux. Ça réduit la tension musculaire jusqu'à 18%. C'est assez pour que vous puissiez vous retourner sans hurler et pour que vous récupériez quelques heures de sommeil. La connaissance était ma seule arme. Ils croyaient me tuer avec leur ignorance et leur malice. Mais moi, je réapprenais à vivre avec des chiffres et des secondes. J'ai hoché la tête, déterminée. Je vais le faire, mais je ne peux plus boire la tisane. Non, vous faites semblant, a chuchoté Clémence. Vous buvez un quart et vous versez le reste dans une bouteille que vous cachez. On va la faire analyser par le laboratoire de l'hôpital de Valence. Il nous faut des preuves solides pour qu'ils ne disent pas que c'est votre folie. Et vous devez vous montrer encore plus faible qu'avant. J'étais prête à jouer le jeu. La première fois que j'ai essayé la décompression lombaire à la porte, j'ai cru que mon dos allait se briser en 2. Élodie venait de partir, et le silence était lourd. J'ai rampé jusqu'à la porte de ma chambre. Mes mains ont agrippé le bois. Je me suis laissé pendre. Une douleur aiguë a traversé ma colonne. J'ai eu envie de lâcher. Mais j'ai pensé à Marc et ses dettes de jeu. J'ai pensé à Élodie qui me souriait avec cette fausse bonté. 2 minutes, Simone.
2 minutes pour récupérer 40% de ta colonne. » J'ai regardé ma vieille montre de poche. 30 secondes. 60 secondes. À la fin de la première minute, j'ai senti un léger craquement, puis une libération incroyable. C'était comme si mon dos s'allongeait, retrouvant sa place. À la fin des 2 minutes, quand j'ai remis mes pieds au sol, j'ai senti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai pu rester debout sans m'appuyer pendant 10 secondes. 10 secondes de victoire. J'ai répété l'exercice 3 fois ce jour-là. Chaque fois, c'était plus facile. La nuit, les spasmes sont arrivés. Ils étaient horribles. J'ai résisté à l'envie de crier. J'ai repensé au conseil de Clémence. Inspire 4, expire 6, 9 secondes, 90 secondes. J'ai fait la respiration. L'air entrait et sortait lentement, se concentrant sur le ventre, pas la poitrine. J'ai chronométré 90 secondes. J'ai senti la tension, la raideur dans mes muscles du dos diminuer. Pas beaucoup, juste 18%, comme elle avait dit. Mais c'était assez pour me permettre de me tourner sans hurler. J'ai dormi 2 heures d'affilée. C'était un miracle. Les jours suivants, j'ai continué mon entraînement secret. Je faisais les 2 minutes de suspension à la porte 3 fois par jour. Je remplissais ma petite bouteille de tisane et la cachais. Et je jouais la vieille dame brisée devant Élodie et Marc. J'ai pris mon rôle très au sérieux. Je gémissais plus fort, je tremblais davantage en tenant ma tasse, et je me traînais encore plus lentement quand ils étaient là. « Tu vois, Marc, la tisane ne la maintient plus calme, » a dit Élodie, l'inquiétude se lisant sur son visage. C'était une bonne nouvelle. Elle croyait que j'étais au bout du rouleau. « On doit accélérer, » a dit Marc l'autre jour. « J'ai rendez-vous avec le notaire à Montélimar. Le document de procuration doit être signé dans les 48 heures. Sinon, la dette tombe. » 48 heures. Mon temps était compté. Mon corps, lui, me disait que j'étais en train de gagner. Je ne pouvais toujours pas danser, mais je pouvais me lever sans m'appuyer lourdement. Ma lucidité revenait avec le sommeil. Ma pression artérielle, que je mesurais en secret avec le vieux tensiomètre de Marc, était passée de 165/100 à 142/85. Je n'avais plus cette sensation de tête pleine. J'ai donné la bouteille de tisane à Clémence le lendemain, avec un petit mot. Urgent. Elle l'a emporté, m'assurant qu'elle aurait le rapport d'analyse à temps. Maintenant, il me fallait une preuve supplémentaire, quelque chose qu'il ne pourrait pas nier. J'ai attendu qu'Élodie soit dans la cuisine, en train de préparer mon bouillon. Elle se croyait seule. J'avais glissé le micro-enregistreur de Clémence dans une boîte de mouchoirs, juste à côté du téléphone. Je l'ai entendu parler à Marc, pensant que le combiné était raccroché. « J'en peux plus de l'attendre. J'ai mis le double du dose dans le bouillon ce soir. Ça devrait la rendre assez molle pour la signature demain matin. Le notaire vient à 10 heures. » Je me suis sentie glacée, malgré le soleil qui tapait sur la maison. Le double du dose. Elle voulait m'éteindre complètement avant la signature. J'ai récupéré le micro, les mains tremblantes, non de faiblesse, mais d'une rage froide et précise. J'avais l'enregistrement, j'avais l'analyse. Clémence est revenue le soir, hors de ses heures de travail. Elle a frappé 3 petits coups légers, notre code secret. Elle m'a tendu le rapport du laboratoire. Le relaxant musculaire y était clairement identifié, à un niveau dangereux. Le notaire vient demain, Clémence, à 10 heures. Je ne peux pas rater ça, j'ai la preuve. Elle a examiné mon visage. J'étais pâle, mais droite. Je n'étais plus la Simone d'avant, courbée par la peur. « Simone, tu as réussi. Tu as retrouvé ton mouvement. Maintenant, il faut garder la tête froide. On va faire ça ensemble. » Elle m'a donné un petit objet fin, un mouchard de téléphone, pour enregistrer la conversation avec le notaire si besoin. « Et surtout, demain, vous devez rester immobile jusqu'au dernier moment. » A-t-elle insisté. « Vous devez faire croire à Marc et Élodie
que le double dose a fonctionné. Le mardi matin est arrivé, lourd de suspense. Je me sentais faible, mais c'était la fatigue du jeu, pas de la maladie. Mes 2 minutes de décompression lombaire matinale m'avaient donné la force dont j'avais besoin. Élodie est entrée dans le salon, triomphante. Elle a posé le papier sur la table basse, la procuration. « Maman, c'est juste une formalité pour ta sécurité. Bois ça, ça va t'aider à te calmer. La tisane. » Elle sentait le poison plus que d'habitude. J'ai fait semblant de boire. J'ai gardé une gorgée, grimacé. Puis, avec un effort qui m'a coûté ma dernière énergie, j'ai relâché la tasse. Elle s'est brisée au sol, répandant le liquide empoisonné. « Oh, pardon, Élodie. » ai-je bégayé, jouant la confusion. « Je n'ai plus de force. » Élodie a paniqué, mais le notaire a sonné à la porte, interrompant la scène. « Ça n'a pas d'importance, Marc, dépêche-toi. Le notaire est là. Elle est trop faible pour comprendre. Ça passera. » Marc a ouvert la porte. Maître Leroux est entré, son attaché-case à la main. J'étais dans mon fauteuil, les bras mous, la tête légèrement penchée. La vieille dame qu'ils attendaient. Marc a souri au notaire, puis il a jeté un dernier regard triomphant vers moi. C'était la fin de la partie. Mais au lieu de m'effondrer, au lieu de laisser ma faiblesse prendre le dessus, j'ai activé la force que je m'étais forgée en secret. J'ai glissé mon pied sous le meuble pour me donner une impulsion, et j'ai repensé aux 2 minutes quotidiennes. J'ai poussé. J'ai tendu ma colonne vertébrale, utilisant l'élan de la rage. Pour la première fois depuis des mois, au moment où Marc allait présenter Maître Leroux, je me suis redressée sur mes 2 pieds. Sans appui. Parfaitement droite. Je n'étais plus invalide. Marc a vu le changement. Il a vu la force. Il a vu la trahison dans mon dos redressé. Son visage s'est figé d'horreur. Il a compris que tout était perdu. Le notaire entrait, et avant même qu'il ne puisse dire bonjour, Marc, pris de panique, s'est rué vers moi, hurlant. « Ce n'est pas possible. Je l'ai payée pour qu'elle reste couchée. » Avant de continuer, « Dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. » C'était un mardi matin. Il était 10 heures tapantes, et l'air dans le salon de ma petite maison en pierre était lourd, saturé de l'odeur âcre de la tisane renversée. Marc et Élodie se tenaient à côté de la table basse, leurs masques de sollicitude déchirés par la panique. Maître Leroux, le notaire de Montélimar, était là, son attaché-case brillant sous la faible lumière du salon. J'étais assise, mais maintenant je me tenais droite, utilisant la force que j'avais retrouvée. Marc, le visage décomposé, hurlait « Ce n'est pas possible! Je l'ai payée pour qu'elle reste couchée! » Le notaire s'arrêta net, un pied à l'intérieur du salon, le regard figé sur Marc qui venait d'avouer, devant témoin, l'existence d'une conspiration. Alors qu'Élodie tentait de rattraper Marc par le bras, la porte de la cuisine s'ouvrit. Clémence entra calmement, suivie de 2 hommes en civil. Le premier, un homme massif au regard tranchant, s'avança. « Monsieur Marc Petit, Madame Élodie Dubois, vous êtes en état d'arrestation, » déclara le commissaire Leroy. « Tentative d'homicide et abus de faiblesse sur personne vulnérable. » Élodie laissa échapper un cri aigu qui se brisa en sanglots. Marc, pâle comme un linge, tentait de protester. Je me suis levée, lentement, savourant le mouvement de ma colonne, cette ligne droite que Marc avait payée pour me voler. Je suis allée jusqu'à la table basse où Marc avait posé la procuration. « Vous pensiez que j'étais sénile, incapable de me défendre, n'est-ce pas ?» demandai-je. Ma voix était claire, sans l'ombre d'un tremblement. Je pris la petite boîte de mouchoirs dans laquelle Clémence avait caché l'enregistreur et la déposai sur la table. J'appuyai sur le bouton. La voix d'Élodie résonna, métallique et parfaitement audible. « J'en peux plus de l'attendre. J'ai mis le double du dose dans le bouillon ce soir. Ça devrait la rendre assez molle pour la signature demain matin. Le notaire vient à 10 heures.
Maître Leroux fit un pas en arrière, ses lunettes glissant sur son nez. Il regarda Marc et Élodie avec une horreur non dissimulée. Clémence s'avança, plus professionnelle que jamais. Elle déposa le sachet de poudre blanche sur les papiers du notaire. « Voici la substance », expliqua-t-elle au commissaire. Une analyse effectuée à Valence confirme. Un relaxant musculaire puissant. Le dosage administré par Madame Dubois était destiné à provoquer une fatigue extrême et des spasmes de rebond, la maintenant dans un cycle de douleurs constantes, de privation de sommeil, aggravant son arthrose lombaire et la rendant incapable de se défendre légalement. Je sentais le regard de Marc me brûler, un mélange de haine et de terreur. Je ne le lâchais pas du regard. « Vous m'avez volé mon mouvement, Marc. Vous saviez que la posture que vous m'imposiez sur ce canapé augmentait ma pression lombaire. Vous avez remplacé mon onguent par de la lavande pour garantir que ma douleur reste au maximum. » Je m'adressai ensuite à Maître Leroux. « Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas la chance, c'est le savoir que Clémence m'a donné. Maître, j'ai pu retrouver ma lucidité grâce à la respiration 4-6 pour gérer les spasmes et mon mouvement grâce à la décompression lombaire à la porte, pratiquée pendant 2 minutes, 3 fois par jour. J'ai pu ainsi soulager 40% de la pression sur ma colonne vertébrale. Je présentais mes propres mesures de tension. Ma pression artérielle, que vous vouliez croire dangereuse pour justifier mon incapacité, était passée de 165 sur 100 à 142 sur 85 dès que j'ai cessé votre poison. Marc se jeta en avant, les mains tendues. « Simone, s'il te plaît, je suis ton gendre. On est ta seule famille. Pense à Élodie, à ce qu'elle va devenir. Tu vas me détruire pour une dette de 120 000 €? » Il pleurait, les larmes coulant sur son visage gris. Il utilisait sa dernière carte, l'appel à la pitié familiale. Je me suis approchée de lui, sans aucune émotion, la colonne droite, mon dos plus ferme que jamais. J'ai cousu des robes pour les autres pendant 50 ans, ruinant mon corps, franc après franc, pour acheter cette maison à 300 000 €. Ma voix était gelée. Vous avez planifié ma mort lente pour effacer votre dette de 120 000 €. Vous avez laissé ma fille devenir une criminelle. Vous avez laissé ma fille tenter d'éteindre ma lumière avec un poison lent. Je m'arrêtais, le fixant. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez calculé ma mort. Je ne vous connais plus. Le commissaire fit signe à ses hommes. Marc fut menotté en premier, son corps s'affaissant. « Je n'y suis pour rien, c'est Élodie !» balbutia-t-il. Un dernier acte de lâcheté. Élodie fut relevée par une agente. Elle me regarda, la haine pure remplaçant la panique. Elle fut menottée et, sous le regard choqué de Maître Leroux, ils furent escortés hors de la maison. Les documents de procuration, symbole de leur cupidité, furent immédiatement annulés et déchirés par le notaire. Le procès, qui eut lieu quelques mois plus tard à Montélimar, fut un choc pour la petite communauté. Marc et Élodie furent jugés coupables. Marc écopa de 9 ans de réclusion en régime fermé pour tentative d'homicide qualifié et abus de faiblesse. Élodie, en tant que fille ayant trahi sa mère et ayant abusé de ses fonctions d'aide à la personne, reçut la peine la plus lourde, 12 ans de prison ferme, avec une interdiction définitive d'exercer toute profession en contact avec des personnes âgées ou vulnérables. Ils perdirent l'intégralité de leurs biens. Le tribunal les força à me verser, solidairement, 300 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et financier. Ils voulèrent ma maison pour résoudre leur crise. Ils perdaient à tout et étaient désormais séparés, ruinés et déshonorés. La famille élargie, horrifiée par les preuves et les enregistrements, coupa tout lien avec Élodie et Marc. Personne n'assistait au parloir. Ils étaient seuls, leur avarice les ayant condamnés
à l'isolement total. 2 ans après cette matinée, Simone Dubois, maintenant âgée de 77 ans, était devenue une autre femme. J'avais investi une partie des dommages et intérêts pour transformer ma maison en pierre, la maison qu'il convoitait tant, en un petit centre de rééducation communautaire que j'appelais avec humour l'atelier de l'autonomie. Clémence, forte de son expérience, avait pu financer ses études de kinésithérapie et elle supervisait les ateliers 3 fois par semaine. Mon corps, grâce à la discipline que j'avais acquise, était plus fort que jamais. J'avais perdu 7 kilogrammes et je pouvais marcher 3 kilomètres sans m'appuyer, chose impensable 2 ans auparavant. Mes chiffres de santé étaient maintenant devenus ma fierté. Ma pression artérielle, stable et sans médication lourde, était de 125 sur 80. Je n'avais plus ces maux de tête violents. Je me levais tous les jours à 6 heures du matin. Mon rôle était simple, partager mon savoir. Chaque après-midi, j'accueillais un groupe de 12 à 15 seniors du village qui souffraient de douleurs chroniques. « Ce n'est pas la maladie qui vous tue, c'est l'immobilité qu'on vous impose », disais-je. Je leur enseignais comment la respiration 4-6, en inspirant 4 secondes et expirant 6 secondes pendant 90 secondes, ces chiffres que Marc avait ignorés, pouvaient réduire leur tension musculaire de 18%. Je leur apprenais la décompression lombaire à la porte, leur montrant comment 2 minutes de suspension pouvaient en retirer jusqu'à 40% de la pression vertébrale. Nous n'étions pas une institution, juste des gens qui s'aidaient, se racontant leurs histoires. J'ai aidé des dizaines d'entre eux à retrouver de la mobilité, mais surtout à retrouver la lucidité nécessaire pour reconnaître les signes d'abus familial. J'ai enseigné aux autres à ne jamais mourir en silence, ni en étant courbés. J'ai passé le reste de l'argent de l'indemnisation à rénover entièrement l'atelier, installant des rampes, des barres de soutien et un magnifique jardin d'herbes aromatiques pour les tisanes. Les vrais. Un soir, le soleil se couchant sur les collines de Buis-les-Baronnies, j'étais assise sur le perron, sirotant une infusion de verveine. Clémence était à côté de moi, révisant ses cours. La maison était paisible, remplie d'une bonne énergie. Marc et Élodie voulaient pas que je reste couchée pour hériter de ma maison. Aujourd'hui, cette maison est devenue un foyer pour ceux qui luttent pour leur liberté et leur mouvement. La vengeance la plus complète est celle qui se construit non pas avec la haine, mais avec des chiffres précis, de la respiration contrôlée et la force tranquille de ne pas mourir courbé. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.